Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui n'est pas des moindres. Aujourd'hui on va s'attaquer à un sacré sujet qui est très demandé du côté des étudiants et également aussi du côté des professionnels, puisque la candidature en master c'est vraiment quelque chose qui vient lier les universités aux étudiants. C'est très flou, c'est très nébuleux et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis munie pour une première fois dans mes vidéos, ou peut-être la deuxième, je ne sais plus, en tout cas de feuilles récapitulatives, parce qu'au vu du nombre de pièces justificatives que les étudiants doivent fournir, je me devais de ne pas en oublier, ou en tout cas de parler des principales. Et c'est pour moi un exercice difficile puisque j'ai passé la sélection il y a quelques années, ça a beaucoup évolué. De mon temps, on passait la sélection à la fin du Master 1 pour rentrer en Master 2 et maintenant c'est à la fin de la licence pour rentrer en Master. Donc je vais passer en revue les différentes pièces justificatives qu'il faut généralement remplir ou en tout cas créer pour accéder à l'oral. Je ne parlerai pas de l'entretien de sélection dans cette vidéo, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo où je vous parlerai bien évidemment des oraux pour la recherche de stage, la sélection en master et pourquoi pas également la recherche d'emploi. C'est une vidéo qui m'a été également beaucoup demandée. Au début je voulais tout faire dans une grosse vidéo mais je me suis dit que ça allait être un petit peu plus dynamique de faire partie par partie et en l'occurrence dans cette vidéo là on va parler du dossier de candidature pour les masters. Dernière petite précision mais pas des moindres, sachez que les pièces justificatives à fournir diffèrent généralement d'une université à l'autre. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas tout passer en revue parce que sinon ce serait une vidéo de 6 heures minimum. Mais en tout cas, sachez que là, dans cette vidéo, je vais vous parler des pièces principales. Renseignez-vous bien surtout sur les dossiers de candidature. Certaines facs demandent plus de pièces que d'autres. D'autres, au contraire, accentuent sur plus de pièces principales, par exemple le CV, la lettre de motivation et le projet pro. D'autres, au contraire, vont être beaucoup plus dans le détail en vous demandant une multitude de pièces. Peu importe en tout cas, mais renseignez-vous bien avant justement de cliquer sur l'envoi complet de votre dossier de candidature. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les deux premières pièces justificatives qui sont très importantes puisque j'ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet, à savoir le CV et la lettre de motivation. Donc je vous ai mis bien évidemment dans la description de cette vidéo les liens vers ces 2 vidéos-là. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais sachez que c'est vraiment 2 pièces justificatives hyper importante à travailler. Faut pas faire son CV à la va-vite, faut être créatif, faut le personnaliser, faut vraiment venir dynamiser tout ça. Et pareil pour la lettre de motivation, c'est la dernière vidéo en date que j'ai créée à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est vraiment important de bosser à fond sur ces 2 pièces-là. Ensuite, je commence à me munir de ma petite feuille parce que c'est là que ça se complique un petit peu. On demande de plus en plus d'avoir justement l'ensemble des relevés de notes obtenus pendant la licence. De mon temps, on m'a demandé juste mes relevés de notes de L3, mais là j'ai discuté avec beaucoup d'étudiants qui me disent non, faut carrément les relevés de notes de la L1, de la L2 et même des fois d'autres licences qu'on a pu obtenir. Donc là pour le coup, c'est pas quelque chose à créer, c'est quelque chose de simple, vous avez juste à demander à votre fac de vous les envoyer et généralement vous les avez déjà quand vous avez récupéré vos résultats de partiel. Là où ça peut un petit peu se compliquer, et encore une fois faut-il les avoir en temps et en heure, c'est lorsqu'on vous demande vraiment l'ensemble des relevés de notes, notamment de la L3. Moi, c'était mon cas quand j'ai postulé dans bon nombre de masters dans toute la France, des masters de psychologie clinique du nord au sud de la France. Sachez que je n'avais pas mes résultats définitifs de licence 3, ce qui fait que je n'ai envoyé que des moitiés de relevés de notes. C'est ça qui vraiment m'a handicapée, j'en ai conscience maintenant, mais l'université de Caen dans laquelle j'ai obtenu ma licence donnait les résultats hyper tardivement, c'est-à-dire que j'ai eu les résultats finaux de ma licence au moment où clairement il y avait des oraux qui étaient déjà passés dans certaines universités. Donc j'espère à l'heure actuelle que les universités ont un petit peu harmonisé les différentes dates justement pour envoyer le dossier, passer l'oral, etc. Parce que c'est là que ça peut être très compliqué et c'est surtout handicapant et pénalisant pour bon nombre d'étudiants. Pareil pour le diplôme de la licence, c'est très rare de l'avoir déjà entre les mains. Si vous l'avez, c'est tout bénef, mais sinon je vous conseille de demander une attestation de réussite à la licence à votre université. Ça vous permettra pour le coup de justifier que vous avez obtenu ce fameux grade de licence. Deuxième point important, on vous demande souvent des attestations de bénévolat ou des attestations employeurs pour venir justifier le fait que vous avez eu telle expérience de bénévolat ou telle expérience professionnelle. De mon temps, il n'y avait pas ça, tout le monde pouvait un peu raconter ce qu'il voulait un peu dans son CV, bien qu'à l'oral, il fallait quand même justifier certaines choses, mais encore une fois, ce n'est pas la thématique de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est super important de demander des attestations de bénévolat et des attestations employeurs. Donc là, prenez-y vous, ça se dit, ça je ne sais plus, en tout cas il faut s'y prendre tôt à l'avance parce que bien évidemment c'est pas du jour au lendemain que votre employeur peut vous fournir ça. Petite précision également qui n'est pas des moindres, profitez-en pour demander à vos employeurs et également aux personnes avec qui vous avez travaillé en bénévolat de vous faire des lettres de recommandation. Il y a certaines universités qui demandent ça au même titre qu'une promesse de stage, mais ça je vais y revenir, c'est pas tout à fait la même chose.
En tout cas, quelque chose qui vient mettre en avant vos compétences et vos qualités. Et c'est toujours intéressant lorsque ce sont des personnes extérieures qui viennent parler de soi en nous valorisant. Donc essayez de faire d'une pierre deux coups, d'avoir une attestation d'employeur avec en même temps une lettre de recommandation, c'est tout bénef. À présent, on va parler d'un gros morceau, à savoir le projet de mémoire / le projet de recherche. Là, pour le coup, encore une fois, c'est assez fourbe de la part des universités, puisque pour une même pièce justificative, le nom ne va pas toujours être le même. Donc, dans cette petite partie-là, je vais vraiment vous parler de tout ce qui va être projet de recherche, projet de mémoire, que vous allez potentiellement pouvoir mettre en place pendant votre master. Donc, comme son nom l'indique, c'est un projet. Donc là, on ne se prend pas la tête, il ne s'agit pas de rédiger une synthèse de mise en pratique clinique pour un projet doctoral, ça va vraiment être une manière d'amener les choses et de raconter quel est votre projet de recherche, à savoir les thématiques sur lesquelles vous aimeriez vous pencher et sur lesquelles vous aimeriez travailler. Une question qui ressort beaucoup, c'est est-ce que je peux reprendre le même sujet de mon TER de L3 pour le préciser et pour le retravailler en master ? Donc oui, tout à fait, vous pouvez le faire, mais attention, il faut vraiment que ce soit en lien avec le master dans lequel vous candidatez. Parce que si vous avez fait, par exemple, un TER de L3 très orienté TCC, mais que vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément ce qui vous branche, et que vous postulez dans un master de psychanalyse, là, ça va être un petit peu plus délicat. Donc toujours pensez en lien avec le master dans lequel vous candidatez. Donc là, je vais prendre mes petites notes pour vous détailler tout ça, à savoir qu'est-ce qu'il faut retrouver dans ce projet de recherche de mémoire. Donc, dans un premier temps, il va falloir raconter comment vous en êtes venu à vous questionner sur ce sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à ce sujet? Ça peut être une lecture, ça peut être une rencontre, ça peut être un cours, ça peut être une expérience de bénévolat, un stage, etc. Il va falloir dire qu'au cours de vos études, vous avez été au contact avec telle population, avec telle pathologie, et que du coup, ça a suscité chez vous une interrogation. Ensuite, il va falloir formuler un sujet, ou une thématique en tout cas, et surtout commencer à y faire émerger différents questionnements. Ça rejoint ce que j'ai dit dans le premier point, c'est-à-dire en quoi rencontrer cette population, travailler au contact de personnes atteintes de telle ou telle pathologie, ça a suscité chez vous un questionnement et comment vous pouvez formuler tout ça. Donc, ce qui est très intéressant, c'est surtout de faire ressortir un objet de recherche et la mise en question, bien évidemment, de tout ce qui va tourner autour de cet objet de recherche. Vous pouvez formuler des hypothèses en expliquant pourquoi et comment elles vous sont venues. Là, ça reste facultatif. Encore une fois, ça reste un projet. Donc, on ne vient pas creuser la question et la retourner dans tous les sens. Ça peut être intéressant de mettre en place des hypothèses, surtout si vous avez déjà travaillé sur ce sujet. Vous pouvez expliquer que dans la conclusion de votre mémoire, de votre TER de L3, vous êtes abouti à cette conclusion-là, ce raisonnement-là, et que vous avez envie de le retravailler, de le remettre en lumière. Surtout, il faut aussi préciser vers quelle orientation, vers quel ouvrage, quel ancrage théorique vous voulez vraiment vous tourner. Parce que l'ancrage théorique, c'est ce que j'ai mis en gros sur ma feuille, c'est hyper important et ça doit bien évidemment être en lien avec l'obédience, c'est-à-dire le courant théorique du master dans lequel vous postulez. Donc, vous précisez, comme je viens de dire, le cadre théorique dans lequel vous souhaitez vous inscrire. Ça peut être intéressant de citer par exemple une petite biblio de recherche vers les auteurs vers lesquels vous voulez vous orienter. Aussi, pourquoi pas, de commencer à faire des petits résumés de bouquins qui vous intéressent. Ça vous servira notamment à l'oral. Et puis, dernier point, ça peut être très intéressant de préciser le terrain, c'est-à-dire la partie clinique, vers laquelle vous voulez vous tourner, et notamment vers lequel vous voulez tester votre dispositif, c'est-à-dire les différentes hypothèses, et pourquoi pas le cadre théorique qui référence en fait votre projet de recherche. Donc c'est vraiment intéressant de confronter théorie avec clinique et d'articuler tout ça en expliquant par exemple j'ai envie de m'intéresser au cancer du sein et à l'image du corps, par conséquent j'ai au niveau de mes auteurs travaillé sur Winnicott, Dolto, Anzieux et j'aimerais du coup mettre en pratique cette recherche-là en faisant un stage par exemple dans un centre de cancérologie ou au sein d'une unité soins palliatifs. Donc pour le projet de recherche, n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça peut être intéressant vraiment de venir créer une dynamique d'échange entre les étudiants dans l'espace commentaire de cette vidéo. Donc n'hésitez pas pour chaque pièce justificative que je vais développer dans cette vidéo à venir me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de tout savoir sur le sujet. Je vous apporte juste un regard de psychologue qui est des fois un petit peu éloigné encore une fois de la réalité des étudiants parce que je suis jeune diplômée, mais mine de rien, on rentre vite
dans un autre monde et on n'a plus un pied dans l'université, même si on fait des DU, même si on donne des cours à la fac, etc. C'est un autre monde, donc c'est super intéressant que la parole des psychologues puisse être entendue par les étudiants, mais inversement également que celle des étudiants puisse parvenir également jusqu'aux professionnels, jusqu'aux psychologues. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous imaginez ce qu'est un projet de recherche, ce qu'est un projet de stage, etc. pour vraiment qu'on vienne ensemble échanger et discuter et aussi mutuellement, je dirais, développer sa pensée autour de toutes ces pièces justificatives. Et quand je dis toutes, c'est pas des moindres parce que j'ai 2 pages de pièces justificatives à vous détailler. Je rentre globalement dans le sujet, je ne vais pas dans tous les détails parce que c'est un petit peu compliqué en vidéo. C'est pour ça que l'espace commentaire est pour vous, donc n'hésitez pas à poser des questions. Ensuite, 3e pièce justificative et pas des moindres, à savoir le projet professionnel. Donc le projet professionnel, c'est quelque chose de majeur dans votre candidature et il faut vraiment le penser et le réfléchir, pas au dernier moment, mais en amont, toute votre candidature doit être orientée là-dessus. Dans un premier temps, ça peut être intéressant de répondre à la question « qui tu es ?» C'est-à-dire vous vous présentez, pas dans les détails, mais globalement, à savoir quel type d'étudiant vous êtes, quelle licence vous avez obtenue, est-ce que vous êtes en reconversion professionnelle, est-ce que vous avez eu diverses expériences professionnelles par le passé, etc. etc. Ensuite, c'est super important de montrer l'enracinement de votre projet professionnel au cours du parcours professionnel que vous avez eu. C'est-à-dire, j'ai réalisé tout un tas d'expériences pro, tout un tas de bénévolat, etc., etc., pour aboutir à un cheminement et surtout au fait que je veux devenir psychologue. Et c'est à ce moment-là qu'il faut préciser quel psychologue vous voulez être. On va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est super important de bosser sur les représentations du métier de psychologue que vous pouvez avoir. Très important également dans le projet professionnel de parler de comment votre projet il s'est maturé, c'est-à-dire comment la maturation de votre projet est arrivée jusqu'au bout et jusqu'au fait de prendre la décision de candidater en master. Donc ça peut être expliquer les rencontres que vous avez faites, les ouvrages que vous avez lus, les stages, les expériences professionnelles, tout ce qui fait qu'à un moment vous avez brassé tout ça pour en tirer les conclusions et décider de postuler en master. Ensuite, dernière partie mais pas des moindres, dans le projet professionnel, il va vraiment falloir détailler dans quelle structure, avec quelle population et auprès de quelle pathologie vous voulez travailler. C'est super important de mettre en lumière bien évidemment le fait que votre projet professionnel il va évoluer, encore une fois au gré des rencontres, des stages, de tout ce que vous allez pouvoir faire dans votre vie d'étudiant et votre vie post-licence, post-master, etc. Le projet professionnel, il évolue bien évidemment tout au cours de notre vie, mais là on vous demande vraiment un projet, c'est-à-dire une photographie à l'heure actuelle de quel psychologue vous voulez être à la fin de votre licence pour rentrer en master. Donc là, il va vraiment falloir montrer ses tripes pour expliquer en quoi être psychologue, ça vous tient à cœur, qu'est-ce que vous pensez apporter, qu'est-ce que vous pensez mettre en place, comment vous voyez le métier de psychologue, comment vous voyez la pratique du psy dans telle structure, auprès de telle population, ayant telle pathologie. Donc là, c'est important de venir mettre en lien toutes les expériences que vous avez pu avoir, qu'elles aient été positives ou négatives. Ça peut être intéressant de dire, par exemple, j'ai fait un stage en EHPAD, ça ne m'a pas trop plu, du coup je ne m'oriente pas vers la prise en charge des personnes âgées. Ou au contraire, j'ai fait un stage en crèche, ça a été incroyable pour telle ou telle raison, et du coup j'aimerais vraiment m'orienter vers une pratique de la psychologie, par exemple intégrative, en crèche. Et ensuite, dernière petite partie, mais qui n'est pas des moindres, à savoir la conclusion de ce projet professionnel. Cette conclusion, elle doit mettre en lumière le fait que ce master répond à l'intégralité ou le maximum de vos attentes. C'est-à-dire une fois que vous avez expliqué qui vous êtes, ce que vous avez fait, votre représentation du métier de psychologue, le psychologue que vous voulez être, c'est super important de conclure en expliquant que ce master dans lequel vous postulez, en remettant l'intégralité bien évidemment de l'ensemble de l'intitulé du master, répond à toutes vos attentes. Et là naturellement, si vous avez fait tout ça en toute logique, le projet professionnel, il est construit et cohérent et c'est un autre super bon point. Ensuite, autre point et pas des moindres non plus, à savoir la promesse de stage ou le projet de stage. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que pour moi, la promesse de stage, c'est la pièce justificative la plus débile et encore je pèse mes mots. Je trouve ça ridicule de la demander, c'est illogique au possible. Imaginons que vous postulez dans plein de masters en France, que vous avez une ou plusieurs, si vous êtes chanceux ou chanceuse, promesses de stage par exemple dans le nord de la France, mais que vous êtes sélectionné dans le sud de la France dans un master, c'est ridicule puisque vous n'allez pas pouvoir assurer ce stage-là. Et pire, ça va bloquer une place pour quelqu'un qui va peut-être être pris dans un master dans le nord.
C'est stupide, mais en tout cas, les universités le demandent de temps en temps. Donc renseignez-vous, essayez d'obtenir une promesse de stage en expliquant au psychologue que c'est pas dit que vous allez faire votre master dans la ville dans laquelle il bosse, dans cette structure-là. Il faut être vraiment très honnête. Moi, j'ai plein de jeunes étudiants qui sont venus me voir en me disant « Tu peux nous signer des promesses de stage pour un master, etc. » Bon, moi, étant jeune diplômée, je ne peux pas encadrer de master, donc ça m'a brisé le cœur de ne pas pouvoir en signer. Mais je trouve cette pièce justificative débile. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je préfère largement que l'étudiant puisse parler justement d'un projet de stage, et ça, on va y revenir un petit peu plus en détail, pour expliquer là où il en est dans ses recherches et comment il s'est bougé pour trouver un stage, plutôt que d'avoir une promesse de stage à l'autre bout de la France, là où de toute manière, il sait pertinemment qu'il ne va pas aller. Donc justement, projet de stage, c'est par contre très très intéressant. En fait, il faut vraiment mettre en avant déjà les stages que vous avez pu faire, c'est-à-dire les points négatifs et les points positifs, qui vous a amené ensuite à rechercher un stage dans tel ou tel domaine, auprès de telle ou telle population, dans telle ou telle structure. On récite un peu toujours une poésie, mais c'est hyper important de penser en termes de structure, population et pathologie. C'est vraiment ce que l'on retrouve dans toutes les e-books sur la recherche de stage, les commentaires pour la recherche de stage, c'est les 3 points clés, en plus bien évidemment de la zone géographique. Donc pour revenir là-dessus, dans la promesse de stage, c'est vraiment important de mettre en avant là où vous en êtes du côté des recherches, c'est-à-dire comment vous vous êtes bougé les fesses pour trouver ce stage-là et où est-ce que vous en êtes. Ce que vous avez pu démarcher comme structure, vers quelle population vous vous orientez, là où pour le coup vous ne voulez pas du tout aller. Vraiment construire ce projet de stage-là et si possible, à la fin expliquer que vous avez trouvé un stage, mais encore une fois, c'est pas donné à tout le monde et ça les recruteurs l'ont bien en tête. Je parle des recruteurs, c'est-à-dire les professeurs qui vont avoir votre dossier sous les yeux. Ils se doutent bien que, au vu du marché actuel, tous les étudiants ne peuvent pas en un claquement de doigts trouver un stage, encore plus à la fin de la licence pour rentrer en master. C'est toujours la zone charnière qui est très compliquée quand on cherche un stage. Donc là, j'espère, et j'en suis quasiment convaincue, qu'il y a une micro-indulgence par rapport à ça, même si ça reste une pièce justificative. Si on vous demande une promesse de stage, faites un petit laïus, un petit topo sur là où vous en êtes, en expliquant que vous n'en avez pas à l'heure actuelle, mais que vous continuez évidemment vos recherches et que vous n'êtes pas les 2 pieds dans le même sabot. Autre point très important, pour le coup de mon temps, on ne demandait pas ça, mais apparemment c'est devenu à la mode pour les dossiers de candidature, c'est un résumé des connaissances et des compétences acquises en licence. Donc là pour le coup je ne comprends pas trop non plus ce que ça veut dire. Je vous avoue que j'ai fait quelques recherches à ce sujet, je suis un peu tombée des nues quand je l'ai trouvé. À mon sens, il faut vraiment reprendre la plaquette d'enseignement, donc le programme, un peu le catalogue de formation de votre université dans lequel vous avez obtenu votre licence, de reprendre les unités d'enseignement principales, de développer un petit peu comment vous les avez acquises, est-ce que c'est au travers de stages, de lectures, d'exposés, etc. et de venir résumer un petit peu tout ça. Là encore une fois, pour moi, ce sont des pièces justificatives bullshit, c'est-à-dire que ça m'étonnerait au vu du nombre de candidatures que les enseignants vont tout regarder scrupuleusement, etc. Mais on ne sait jamais, si ça tombe sur vous et que c'est pas de bonne qualité, ça peut pour le coup complètement vous sucrer les chances d'aller en master. Donc bossez quand même cette pièce justificative-là, en venant mettre en avant, comme je l'ai indiqué sur ma petite feuille récap, parce que moi aussi je suis complètement perdue dans toutes ces feuilles-là, ça va être vraiment un résumé des connaissances théoriques, en reprenant du coup les programmes d'enseignement en licence à l'université, les objectifs que vous devez obtenir et que vous avez validés, mais encore une fois ça coule de source. Si vous avez validé votre licence, ça veut dire que vous avez validé les objectifs de la licence de l'université dans laquelle vous avez fait vos études. Donc encore une fois, je trouve ça complètement illogique, mais il faut se prêter au jeu de la candidature. Donc j'ai listé tout ça et je vous en parle. Pareil, si vous avez fait des exposés de groupe, c'est important peut-être de venir résumer tout ça. Il y a des universités qui parlent effectivement des résumés de l'ensemble des écrits de l'étudiant sur toute la licence. Je crois que s'il fallait que je résume tout ce que j'avais fait en exposé, fiche de lecture, résumé d'ouvrage, etc., mais j'aurais eu ça, je pense, de PDF à envoyer. Quoi qu'il en soit, résumé, mettez peut-être en avant des points saillants, par exemple une obédience particulière, ça peut être également un attrait pour une population, toujours en lien avec le master dans lequel vous postulez et votre projet professionnel. En fait, il faut que tout s'articule et que toutes les pièces justificatives viennent justement se justifier entre elles pour appuyer votre candidature et vous donner le plus de chances de rentrer en master. À certains moments, on vous demande dans les pièces justificatives, alors ça peut être lié aussi avec les enseignements acquis pendant la licence, on vous demande des résumés de compétences pratiques, c'est-à-dire tout ce que vous avez pu acquérir sur le terrain. Donc là, vous rentrez vraiment dans le détail des stages, du bénévolat, pourquoi pas aussi des expériences associatives. Si vous faites partie d'une association étudiante, ça peut être très intéressant également de le mettre.
et tout ça en lien avec potentiellement le rapport de stage et notamment la partie qu'on vous demande de rédiger dans un rapport de stage, à savoir ce que vous avez appris et tout ce qui ressort un peu plus de plus personnel, tous les acquis, tout ce que ce stage vous a permis d'apprendre, de mettre en pratique, etc. Donc je sais qu'en licence c'est compliqué parce que ce sont souvent des stages d'observation active, mais c'est important de venir un peu remuer tout le sédiment qui a pu s'accumuler de tous vos acquis sur le terrain. On a tendance à les minimiser en licence, mais on apprend pourtant beaucoup de choses d'un point de vue clinique, au-delà bien évidemment et à contrario de l'aspect théorique qui est très massif en licence. C'est important vraiment de venir mettre en lumière, d'accrocher le regard du recruteur sur aussi vos compétences de terrain. Donc là on vient de terminer justement cette grosse partie sur les pièces justificatives, et pour terminer cette vidéo sur une note positive, je me suis entourée d'une armada de psychologues connectés notamment sur Instagram pour justement venir vous donner des conseils. Parce qu'avoir mes conseils, ça peut être intéressant, mais c'est d'autant mieux d'avoir un autre regard et un autre avis venant d'autres professionnels. Donc pour cela, j'ai demandé à Audrey, alias la psy qui parle, de me dire ce qu'elle pensait justement de ces dossiers de candidature et surtout de vous donner des conseils. Et du coup, elle vous propose de vous entraîner à l'oral. Donc tout ça, ça reviendra dans une prochaine vidéo justement dont je vous ai expliqué le déroulé en début de cette première vidéo-là, en vous expliquant que j'allais détailler tout ça par rapport aux entretiens. Elle vous reparle notamment du fait d'avoir un projet professionnel très clair, même si ce projet-là peut évoluer. Il faut donc bien avoir conscience que c'est qu'un projet qui va évoluer et se maturer au fil du temps, qu'il faut également bien réfléchir à la représentation du métier de psychologue en multipliant les stages et les expériences pro. Je rajouterai également que ça peut être intéressant d'appeler différents psychologues, surtout en cette période de confinement. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, il y a des fois des psychologues qui sont un chouïa plus disponibles, donc n'hésitez pas à les contacter via internet, email, sur les réseaux sociaux pour justement échanger avec eux sur leurs pratiques. Ça vous apportera beaucoup de choses. Déjà, ça vous permettra de gonfler votre carnet d'adresses, mais en plus, ça vous permettra de bosser sur votre représentation du métier de psychologue. J'ai également échangé avec Julie du blog Psycho & Co, qui elle insiste sur le fait de démontrer la cohérence de son parcours en étant synthétique et surtout en montrant la plus grande des motivations. Donc là-dessus, pensez synthèse et motivation, c'est vraiment ce qui doit aussi ressortir de votre candidature. Et pour terminer, j'ai demandé à Marion Télisson, qui est également une collègue youtubeuse, je vous reparlerai de sa chaîne très prometteuse dans une vidéo qui va prochainement arriver, qui vous explique du coup qu'il faut vraiment développer le fil conducteur pour justifier son parcours, son choix de master, son stage, en fait vraiment délimiter un cadre précis avec un fil conducteur au centre qui vient justifier du pourquoi du comment vous candidatez dans ce master. Je me permettrai également de rajouter une petite liste non exhaustive de conseils, à savoir qu'il ne faut pas désespérer, que la candidature en master, c'est une épreuve par laquelle doit passer l'étudiant pour arriver au Graal du diplôme de psychologue. C'est aussi important, surtout si vous postulez dans plusieurs facs, de multiplier du coup les chances d'être pris. Petite précision, attention cependant, si vous postulez dans une même fac, dans plusieurs masters. Là, pour le coup, il faut être très stratégique, il faut le faire vraiment avec des pincettes. Je le conseillerais à peine en fait, mais si c'est stratégique et si ça s'inscrit vraiment dans un projet professionnel construit, allez-y, mais faites attention puisque les différents responsables de master communiquent entre eux et ça viendrait casser la dynamique de votre projet pro et venir mettre en lumière en fait que du coup vous n'avez pas de projet professionnel construit si vous postulez dans un master de psychologie sociale, un master de neuropsycho et un master de psychologie du développement. Donc là c'est très très important de vraiment rester concentré sur un objectif ou une obédience, un parcours, une population, une structure, etc. dans lequel le master va vraiment venir s'inscrire. Et pour terminer, je vous incite à aller voir l'une de mes premières vidéos sur la chaîne, à savoir le refus en master, c'est-à-dire que faire si on est refusé en master. Et dans cette vidéo, j'ai essayé de mettre en lumière à quel point une année de césure peut être positive et bénéfique pour votre dossier, surtout si ça vous permet de multiplier les expériences professionnelles, les stages, le bénévolat, que ça vous donne pourquoi pas la possibilité de faire un DU, un service civique également. Ça peut être vraiment beaucoup de choses qui vont gonfler votre dossier, notamment votre CV, vous permettre de bosser encore plus sur votre représentation du métier de psychologue et de vous aider du coup enfin à être sélectionné en master. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager à d'autres étudiants, également à cliquer sur j'aime et puis pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la cloche des notifications
pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Cette chaîne bien évidemment s'adresse aux étudiants de psychologie mais également aux psychologues, et en cette période de confinement j'ai bien évidemment un petit peu plus de temps, donc je vais également pas mal bosser sur tout un tas de vidéos sur plein de thématiques différentes que vous aurez le plaisir de retrouver du coup chaque semaine ou chaque mois, en espérant bien évidemment que le confinement ne dure pas autant. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous et à très bientôt.